Et de retour sur le plateau FDJ eSport, c'est toujours Nio et en compagnie de Gillian. Pour le live training Pour le cette fois. live training, cette fois on enchaîne après les phases finales de ce tournoi oui. Open Series. C'était la pause, il va Voilà. reprendre le rythme Nio. C'est ça, ouais, il faut se reprendre. Mais voilà, on on est là pour le live training, donc c'est une petite séquence que Gillian a préparée avec soin. C'est ça. Pour apprendre un petit peu des techniques, des trucs, pour des petits tips et tout un programme que tu vas nous présenter. Un programme d'1 heure, donc on va rester 1 heure à peu près avec vous et puis on a le chat également si vous avez des questions pour interagir. Donc moi ce que je vous ai préparé, c'est d'abord une partie tactique très basée sur les rotations en 3v3 et également pour faire le lien avec le 2v2 parce que le tournoi on a vu du 2v2 juste avant. est en 2v2 et une fois toute cette partie tactique annoncée déjà par des schémas, on aura des exemples, des vidéos, des compétitions e-sport, de replay de compétitions e-sport, des championnats du monde et notamment on va analyser le jeu de Kedop pour être tout à fait honnête. Voilà Kedop qui est un habitué de la compétition FDJ e-sport Open Series. Au programme. Donc voilà, regarder, rotation analyser. défensive, rotation offensive et puis une fois tout ça bien assimilé par nos chers viewers, on partira sur un tuto technique cette fois, mais je ne dis pas tout, je n'annonce pas ce qu'on ira voir. Des petits secrets. Mais d'ailleurs ceux qui étaient là tout à l'heure pendant le cast de la compète ont quelques infos. Yes, carrément. Et on va passer pour la première séquence du coup. D'accord. C'est parti. Eh bien j'annonce, ça va être la loupe. Jingle. C'est parti, c'est ton premier programme, c'est la première séquence de ce live training. C'est ça, donc on va commencer d'abord par parler des rotations défensives, déjà au travers de schémas, pour regarder un petit peu les positionnements et les rotations des différents joueurs, histoire de mettre un petit peu à plat tout ça. Donc, est-ce qu'en régie, on peut mettre la première image, s'il vous plaît, à l'écran, pour qu'on puisse... voilà, on nous dit, attends 2 secondes, on va très vite. Et du coup, voilà, le but, ça va être de vous expliquer un petit peu comment prendre ces rotations. Donc quand on parle de rotation sur Rocket League, on parle de déplacement, voilà, déplacement offensif et défensif qui vous permettent de ne pas perdre l'avantage ou de prendre l'avantage sur vos adversaires. Donc là, ça concerne vraiment le 3v3. Voilà, donc voilà, on va nous mettre, je pense, sur la gauche pour que vous ayez la légende. Du coup, là, pour l'instant, on va commencer sur des rotations défensives. Ce que vous voyez à l'écran, vous avez des joueurs, les cercles représentent des joueurs. Vous avez P1, P2, P3, qui correspondent aux joueurs en position 1, 2 et 3 de la défense. Donc ça, c'est sur les rotations défensives qu'on va se focus. En face, les ronds rouges correspondent aux adversaires qui vont être représentés là, donc par des ronds rouges. Les méchants. C'est ça. Donc il faut savoir que sur Rocket League, tout de suite pour rentrer dans le vif du sujet, on n'est pas en rotation avec, on va dire, un défenseur, il y a 2 attaquants, etc. Ça, c'était au début du jeu. Il n'y a pas de rôle attribué forcément. Non, pas du tout. On est forcément en ce qu'on appelle en rotation circulaire. C'est-à-dire que le joueur P1 va tourner, va prendre un autre rôle, le joueur P2 va tourner et on ne va pas arrêter de prendre ces rotations justement pour qu'il y ait toujours du mouvement, une optimisation du boost et toujours quelqu'un sur le porteur du ballon. C'est très important de laisser très peu l'espace. En fonction vraiment aussi de l'adversaire du coup. C'est ça, c'est ça Nio. C'est pour ça que tu vois là dans ce contexte, je mets 2 joueurs sur le ballon, un adversaire et le joueur en position P1. Du coup, je pense qu'on peut partir sur la seconde image pour se focus d'abord sur ce joueur P1. Alors, ce joueur P1, on le voit dans l'exemple, son objectif, c'est de se confronter au joueur du ballon. En fait, c'est lui qui va prendre le challenge, le duel, et donc il va essayer de prendre l'avantage face à son adversaire pour essayer de le passer. Généralement, ce qui se passe, c'est que tu as une confrontation, tu vas aller taper, comme on a vu un petit peu tout à l'heure pendant les matchs, tu vas aller taper le ballon, et puis il va se passer quelque chose. Si jamais il n'a pas dribblé, parce que là, on va partir du principe, parce qu'on parle de rotation défensive, si jamais il n'a pas réussi à dribbler son adversaire, à ce moment-là, il va prendre une rotation pour aller remplacer le joueur qu'on appelle en position P3. Et à ce moment-là, il y a 2 types de rotations. Tu vois, il y a 2 flèches, Nio. Il y en a une qui est une rotation longue, où on va aller chercher le boost 100. Il y en a une rotation courte, on va aller chercher les boosts, les petites palettes. Bah oui. C'est en fonction de si tu as le temps ou pas de faire ce détour. C'est ça. Et quand est-ce qu'on sait qu'on a le temps ou pas? Il faut regarder où est le ballon, les adversaires, tes défenseurs, et en fonction du temps que tu as pour faire ta rotation, tu vas choisir d'optimiser ton boost ou alors d'optimiser ton positionnement. Très bien. Et ça dépendra aussi probablement, donc si je dis pas de bêtises, le player 2 va aller vers la balle à ce moment-là. C'est ça, mais il faut pas spoil parce que ce sera l'image suivante. Mais Nio a déjà, mais bien sûr, mais Nio a déjà, je suis chaud, j'ai compris. Mais ça, il est là, il est dedans. Il dit maîtresse, faut aller plus vite. J'ai une bonne image. Du coup, voilà, vous voyez un petit peu, le joueur en P1 se confronte au ballon. Si jamais il n'a pas réussi à dribbler, il va aller en position 3 qu'on appelle le back post, le second poteau. Second poteau qui est soit à gauche, soit à droite en fonction de là où est le ballon. Du coup, on peut passer sur la prochaine image.
Là, on va se focus sur le joueur P2. Le joueur raison. P2, par défaut, on peut appeler ça le gardien. Ouais. Son but, au moment donné, c'est généralement, il va couvrir le premier poteau pour éviter si l'adversaire a un tir direct, vraiment de se prendre un but. S'il a éliminé le player 1, c'est ça, il va falloir qu'il couvre. tirer directement. Ok. Une fois que le duel du joueur P1 a été fait, le joueur P2, lui, il va falloir qu'il intervienne. Alors j'ai mis 2 flèches, une vers le ballon directement sur le fil, sur le terrain, du coup de la trajectoire du ballon à ce moment-là. Ou sur le wall. Pourquoi sur le wall à cet endroit-là? J'ai précisé seulement sur les ballons lents à l'entrée du backboard. Le backboard, c'est le mur qui est au-dessus de ton but. En gros, c'est dans l'éventualité où il centre. C'est ça. Et à ce moment-là, vous voyez, quand vous imaginez votre voiture au premier poteau, s'il y a un ballon qui est lent à l'entrée du backboard, vous allez monter sur le mur et essayer de le défendre. Par contre, s'il est trop fort, si c'est une passe au second poteau, c'est pas vous qui aurez la priorité sur cette balle. D'accord. Donc voilà, ça c'est sa rotation. Et donc, par exemple, si la balle est forte et plus dirigée, si elle fait moins faire la courbe du centre, à ce moment-là, on reste à terre, on peut la contrer directement. À ce moment-là, ce ne sera pas lui qui va jouer ce ballon-là. Lui, il va passer son tour, entre guillemets. Si jamais ton joueur en P1 s'est fait dribbler et que le ballon, il y a une passe au second poteau et qu'elle est très élevée ou très forte, souvent ton joueur P1 qui lui couvrait la frappe au poteau ne pourra pas la récupérer malheureusement. Du coup, ce sera un autre joueur qui interviendra. Très bien. Du coup, voilà ce qu'on peut dire à peu près sur le joueur P2. On peut passer à l'image suivante. Ah, très bien. Donc là, c'est la rotation entre le C'est ça. Alors, pour ceux qui trouvent ça abstrait, sachez qu'on va avoir ensuite des exemples en vidéo pour pouvoir comprendre. Mais retenez bien les positions parce que vous verrez à quel point dans les actions de jeu, les joueurs en situation défensive arrivent à respecter ces positionnements. Donc le troisième joueur, c'est généralement le joueur, là je l'ai mis en position P3 au back post parce qu'il faut le montrer, mais c'est le joueur qui sera toujours en rotation. C'est-à-dire que c'est un jeu en mouvement. Donc tu as toujours un joueur sur le ballon, un joueur qui couvre et un joueur en rotation. Donc en fait, il faut imaginer que le joueur P3, tout à l'heure on regardait la rotation du joueur P1 à P3, il va être quelque part dans cette zone. Du coup là, le P3 va pouvoir soit prendre au-dessus, soit... C'est ça. Pendant que le P1 prend sa place. C'est ça. Le P3 va soit aller couvrir le ballon sur le wall, sur le backboard, au-dessus du but. Dans ce cas-là, il fera ce qu'on appelle une wall defense, c'est-à-dire une défense sur le mur au-dessus de son but. Ou alors, il va aller remplacer le joueur P2 qui, lui, sera parti mettre la pression sur le ballon et en du coup, P1. le P3 deviendra... gardien entre guillemets aussi à ce moment-là. Et le P3 passera donc en P2 et deviendra le gardien. Voilà, tu as tout compris. Donc il a 3 rôles: P1 au challenge sur le ballon, P2 gardien, P3 au second poteau pour intervenir. On dit que c'est du niveau gold, mais oui, en vrai, c'est des trucs. Alors on va monter en puissance en fait. On commence avec des trucs plutôt basiques, c'est des vraies mécaniques qui doivent s'apprendre très tôt, je pense, dans la compétition. Et après, on va aller dans des trucs plus. En fait, ce qu'il faut comprendre les gens, c'est que les rotations suivent une norme et ensuite il ne se passe jamais ce qui devrait se passer. Oui, en plus. C'est-à-dire, et après, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir des anticipations et une capacité d'adaptation des joueurs, mais en fonction de cette norme. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu peux raccrocher un morceau de cette norme, un morceau de ces rotations, tu vas le prendre. Par contre, tu vas t'adapter autrement. Une base vraiment à suivre. Un fait de jeu, il y a une explosion, tu as plus de boost, etc. Puis vraiment, en fonction des adversaires, parce que eux ont leur rotation aussi, j'imagine, pour la phase d'attaque. Et ce sera le rôle des exemples vidéo, c'est de montrer que quand ils peuvent, ils prennent la rotation parfaite, et quand ils ne peuvent pas, ils s'adaptent. Et on verra les différentes manières de s'adapter, les différentes erreurs aussi parfois qui sont faites par les défenses et qui sont exploitées par l'attaque. Très bien. Du coup, voilà, joueur P1 sur le ballon, joueur P2 en gardien, joueur P3 en couverture derrière, et qui est souvent en rotation, en mouvement. Très bien. Tu peux nous mettre l'image suivante qui est un récapitulatif pour que les joueurs puissent comprendre. Voilà, là on voit bien la récapitulation et on parle bien de base de rotation défensive, donc en rotation circulaire. Vous voyez le petit schéma en dessous, ça représente Rocket League. Vous avez besoin d'être toujours en mouvement, de toujours aller chercher du boost et de toujours faire en sorte qu'il y ait quelqu'un sur le ballon, qu'il y ait quelqu'un à la pression. Le meilleur moyen de défendre sur Rocket League, c'est d'être à la pression du ballon tout en couvrant toutes les options offensives de vos adversaires. Très bien. Donc voilà, et notez bien le positionnement des attaquants. On va parler tout à l'heure des rotations offensives, mais vous pouvez déjà retenir un petit peu pour vous aider. Très bien. Du coup, est-ce que tu as des questions déjà sur cette partie? Bien pas trop, ça reste très simple. C'est très bien expliqué, c'est vraiment superbe. on va rester sur ce schéma un moment. Je suis curieux de voir ça en vidéo déjà. Bien sûr, mais on va faire un lien déjà avec la compétition FDJ eSport qui, elle, se joue en 2v2. Il y a un poste dont tu ne peux pas te passer. C'est le poste de P1, le joueur qui est sur le ballon. Maintenant, l'autre joueur, il doit tenir à la fois les positions de P2 et P3. Voilà, c'est lui qui est compliqué. C'est pour ça que la situation... va-t-il devoir s'avancer beaucoup plus du côté, en fait, côté du ballon? Tu vas toujours devoir t'adapter à ce qu'il se passe. Il va devoir jongler entre P2, entre P3, s'adapter, couvrir le premier poteau, couvrir la passe. Et ça, après, tu as aussi un adversaire de moins. Tu as un adversaire de moins. Du coup, tu as ce temps d'adaptation. Mais
C'est très important pour comprendre les rotations en 2v2, de comprendre c'est quoi la rotation en 3v3 qui est le mode standard, pour comprendre qu'en fait tu as un joueur qui a le rôle le plus difficile au monde sur Rocket League, c'est le second joueur qui n'a pas le ballon en 2v2. C'est là où il faut développer le meilleur niveau d'anticipation et de capacité d'adaptation, parce que tu dois couvrir beaucoup plus de choses. Parce qu'on le voit, tu vois, là, si tu peux, dans cette situation, imaginons qu'il n'y ait pas de joueur P2 et qu'il n'y ait qu'un attaquant. Tu peux tirer au but directement. Voilà, déjà. Tu vois. Mais par exemple, s'il y a le P1 avec l'adversaire avec qui il est au ballon actuellement, et que par exemple, son deuxième joueur, c'est le P3, bah là, il y a une ouverture. Si jamais il tire, tu peux. Donc généralement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas fermer ton angle en premier. Et si jamais il y a une passe, tu vas faire ce qu'on appelle par exemple un geste technique qu'on peut appeler un half flip. Tu vas te retourner, tu vas aller chercher de l'autre côté, ou alors tu as le temps de montrer sur le wall. Parce que là, par exemple, tu vas pas. S'il y a un centre, si le P1 perd son duel, que la balle va. Là, tu dois vraiment choisir. Soit tu prends au-dessus du but. Et si la balle va déjà en un centre élevé, donc tu dois passer par-dessus, soit, et si tu fais le mauvais choix, ça part super vite. Mais c'est pour ça qu'aussi en 2v2, tu as aussi le porteur du ballon des fois qui va suivre un petit peu l'adversaire, qui va le perturber, quand il n'y a pas de possibilité. Alors faut pas ball chase, mais tu le vois plus en 2v2 qu'en 3v3, parce que parfois malheureusement ton coéquipier n'a pas la solution, donc tu dois poursuivre ton action et lui laisser le temps nécessaire pour qu'il puisse se replacer et recouvrir cette fois l'espace manquant. Donc je pense qu'on est bien sur ces premiers. On va pas en dire davantage et on va partir, je pense, si vous voulez bien en régie, sur un premier exemple, Nio. Allez, c'est parti. Donc là, petit contexte. Est-ce que tu peux remettre sur nous rapidement, que je donne le contexte un petit peu avant qu'on lance? Je te remercie. Excuse-moi. Je vois pas mal de questions sur le chat. On aura une autre section, si je dis pas de bêtises, qui sera réservée un peu aux questions-réponses. On pourra se garder 10 minutes à la fin, je crois. On m'a dit 10 minutes à peu près à la fin pour les questions-réponses. N'hésitez pas. Donc après, si c'est des questions hors contexte, intéressantes dans le contexte. Si c'est hors contexte, on verra ça un petit peu après. Mais déjà, si vous avez des questions sur ce dont on est en train de parler, il n'y a pas de problème, on va y répondre. Sur ce qu'on dit entre guillemets, ça. Donc là, je vais vous montrer un match qui est la dernière game, une action de la dernière game de la winner finale des championnats du monde de la saison 4. Donc l'équipe de Kedop, qui était à l'époque encore Gale Force Esports, face à l'équipe de Elot, Metsanorus et Monus, qui était chez les méthodes. Match très tendu, c'est presque la vraie finale de cette compétition, qui s'est terminée sur un score de 4-3 pour une des deux équipes. Je ne vais pas vous spoil si jamais vous regardez les replays. Ça sonne bien déjà, un score comme ça en général, c'est que c'est bien. Et du coup, c'est deux équipes qui sont vraiment très intéressantes d'un point de vue rotation, parce que les méthodes sont quasiment l'un des maîtres en la matière, et les Gale Force Esports sont excellents également. Ça, c'est deux équipes qui vraiment se renvoient bien la balle à ce niveau-là. C'est bien ça, on va faire un tuto pour comment battre Kedop. C'est ça. Et du coup, c'est un tuto pour comment battre Kedop en regardant le jeu de Kedop. Et du coup, dans cette première vidéo, on va aller essayer de regarder comment les équipes s'adaptent à un fait de jeu lorsque la rotation est cassée par différents faits de jeu. Et là, c'est là où on va pas plus passer à, comme certains diraient, à des rotations qu'on va apprendre en gold, etc. Mais qu'on va parler d'anticipation et de capacité d'adaptation des joueurs pour s'adapter quand ta rotation est cassée par un fait de jeu. Donc c'est bon, tu peux lancer la vidéo. Pour moi, je suis ready. On regarde. Donc première vidéo, donc on est en vue de dessus et l'action va commencer assez tard quand Turbopolsa, le joueur nordique de cette équipe de Gale Force Esports, tu le vois donc à des pauses exprès pour que j'ai le temps de parler, va aller à la destruction de Monus. Monus qui est donc explosé, il manque un joueur. Voilà, il manque un joueur, du coup situation offensive. Violent Panda, le joueur néerlandais qui va essayer de déborder. Là il réapparaît. Il réapparaît mais il passe derrière lui et du coup il va forcer Elot à sortir. Et là, il y a le centre. Pour les joueurs de méthode, on va devoir défendre. Et là regardez, souvenez-vous des positions P1, P2, P3. On vient de forcer la défense. Monus part sur le ballon, Metsanorus se met en P1, Elot se met en P3. C'est clairvoyant. Là, c'est complètement clairvoyant. On voit les trois joueurs. Et regardez le schéma offensif qui est exactement le même. Maintenant, Kedop, là, en fait, en tapant le ballon, il va pousser Monus. Ça, c'est le fait de jeu qui va être important dans cette action. Qui va engendrer les autres choix. Et du coup, Monus est éjecté sur le wall et ne peut pas prendre sa rotation. Metsanorus sort. Et là, il y a un trou dans la défense. Elot est en difficulté parce que là, Monus ne peut pas se replacer, Metsanorus ne peut pas encore prendre sa rotation et Elot, lui, du coup, ne peut pas sortir. Capacité d'adaptation du joueur, il va laisser Monus intervenir, il va reculer. Par contre, en face, Turbopolsa, joueur de Gale Force Esports très intelligent, il sent qu'une opportunité à jouer. On a cassé la rotation défensive. Que va faire Turbopolsa? Il va aller tenter, vous le voyez, la démolition sur Elot. Il va tenter Elot très intelligemment, qui va se replier à l'intérieur du but pour éviter ça. Du coup, les rotations, on les commence à les revoir réapparaître au niveau de la défense. Metsanorus qui va se repositionner. Il va pas passer en back post, sûrement Metsanorus. Et le troisième joueur bleu qui est beaucoup plus en retrait à ce moment-là. Voilà, là, Monus, regardez bien le déplacement de Monus. Il va faire une erreur, Elot qui va gagner son duel, mais là Monus fait une erreur de rotation, il n'a pas été lucide, Metsanorus est déjà revenu au point poteau et la Monus vient le couper. Erreur de positionnement. Maintenant Metsa, il doit faire avec ce fait de jeu.
C'est l'erreur de rotation de son coéquipier. Du coup, il va falloir qu'il s'adapte à son tour et qu'il fasse en sorte de ne pas sortir en même temps pour pas qu'il y ait un double commit. Là, c'est une erreur de Monus qui a été perturbée dans sa rotation, qui veut venir couvrir son premier poteau en urgence et qui n'avait pas vu que Mesa Norris était revenu rapidement. Du coup, Monus, il est déjà là, donc il va sortir un petit peu. Il se met sur le wall très intelligemment pour adapter sa rotation en disant s'il y a une passe haute, je la récupère. L'autre passe, il perd son duel face à Turopolsa. Monus en difficulté. Et là, on a la rotation du début parce qu'il est revenu. Et Monus, il n'a pas pris sa rotation, il manque de boost. Du coup, il est en retard. Mesa Norris est en difficulté. Il y a 2 joueurs en face de lui. Vous voyez, il y avait et Violent Panda et Kedop pour reprendre. Il va dégager ce ballon au seul endroit où il n'y avait pas d'attaquant pour le reprendre. Superbe défense de Mesa Norris. Mais avec un meilleur centre ou un dégagement plus mauvais de Mesa Norris, il y avait un but direct. Très bien. Donc là, on va aller voir se dégager. Donc là, par rapport à tout à l'heure, on a vu que différents faits de jeu, le kick de Monus sur le wall, l'erreur de rotation de Monus au premier poteau, à chaque fois, il va falloir se réadapter. Le but du jeu pour ses coéquipiers, c'est de faire en sorte, à chaque fois, quand il y a une situation qui vient de se créer, dire OK, dans ce schéma-là, quelle est la meilleure solution, qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas se retrouver à 2 sur le ballon. Là, en plus, on a une vue générale, donc ça peut même presque paraître simple, ça l'est déjà pas, hein, mais ça n'est pas du tout. En jeu, c'est encore plus compliqué d'avoir une lecture aussi fluide du jeu. C'est très dur. Et juste après, quand on va relancer la vidéo, je vais vous la montrer en vitesse réelle pour vous rendre compte. Parce que maintenant que vous l'avez bien vu décrypté au ralenti, vous allez voir à quelle vitesse les joueurs de méthode se sont adaptés défensivement pour pouvoir gérer cette action offensive des en gérant le boost, en gérant le boost, la partie technique, le skill de base, la communication qui est super importante, etc. Et puis le public, on est en finale, etc. La pression, il y a beaucoup de choses. Du coup, voilà, vous voyez tout à l'heure on était sur des rotations qu'on disait vraiment très basiques et là on adapte à chaque fois. Mais dès qu'on peut se raccrocher à la norme, on voyait en plus les rotations offensives du coup dans cet extrait vidéo. Qu'on verra bien tout à l'heure. Mais ce qu'on voit, c'est que dès qu'une équipe peut se raccrocher à la norme de ces rotations-là quand elle est acculée en défense, parce que les rotations défensives en fait aussi strictes ne se font que s'il y a un fait de jeu, un décalage de ta défense qui va te forcer à revenir complètement en défense. Les rotations défensives, ça veut dire on se replie complètement en défense parce qu'il y a un fait de jeu. C'était la démolition dans cette action de Turopolsa sur Monus en début d'action. Sinon, généralement, ça va être une pression au milieu de terrain. On va être phase de 2. Et là, c'est beaucoup plus difficile. C'est juste, t'as toujours l'élément perturbateur. Là, il y a beaucoup d'expérience, etc., de lecture de jeu, d'anticipation. Mais au moins, quand c'est attaque placée, défense placée, il faut connaître les basiques et il faut connaître la norme et ensuite l'expérience des joueurs, etc., l'anticipation va permettre de s'adapter. C'est un truc vraiment basique, en fait, ils ont leur rotation classique, ils jouent normalement un peu comme, pas sans réfléchir, mais ils ont cette routine, il y a une routine naturelle. C'est ça. Et en fait, il y a l'attente entre guillemets de cet élément perturbateur qui va être soit une démolition, soit un contre, soit un rebond un peu bizarre. Qui va provoquer un fait de jeu. Voilà, c'est ça qui va déranger la rotation et qui va créer soit tu as un dribble d'une personne sur un autre, tu vas éliminer un défenseur. Il y a un duel soit c'est un fait de jeu résultat d'un duel en fait. Et c'est pour ça qu'à chaque fois les 2 joueurs qui ont le ballon vont se confronter et vont provoquer un fait de jeu. Et c'est à ce fait de jeu là que tu vas toujours t'adapter et t'anticiper. Des fois il y a un pinch, des fois il y a une démolition et quelque chose et il va toujours falloir s'adapter à la situation au moment T. Voilà. On peut remontrer cette action en temps réel cette fois et vous allez voir la vitesse à laquelle ça se passe. Voilà. Donc Turopolsa toujours en haut pour les Gale Force. Voilà, on passe en temps réel et voilà, ça va beaucoup plus vite. Il va chercher la démolition sur Monus. Donc là, je vais presque la commenter un petit peu. Violent Panda, le néerlandais qui va sur le côté, il va passer au lot. Du coup, vous allez voir la rotation offensive se mettre en place. Monus qui se fait kicker sur le wall. Mesa Norris qui n'arrive pas à récupérer le ballon. Lot avec Monus là qui est en difficulté, du coup il se replie. La tentative de démolition de Turopolsa. Violent Panda qui va se faire contrer par Lot. Et là on a l'équipe qui est un petit peu en difficulté. Turopolsa qui va repasser. Et l'erreur de rotation de Monus là qu'on a, donc j'ai pas reprécisé. Et le bon dégagement en dernier moment. C'est arrêt. C'est presque un arrêt parce qu'il ne touche pas le ballon. Et heureusement du coup que le troisième bleu qui était vraiment loin, il aurait pu faire le choix de foncer et de pousser un peu tout ça, mais il était trop loin. C'est ça, mais même si Mesa Norris là rate son ballon, ou le remet trop dans l'axe, trop court ou trop sur Kedov derrière, il se retrouve tout seul face à 2 attaquants. Mesa Norris, à ce moment-là, il aurait perdu. Il aurait pris un but, c'est sûr. Mais bon, le but, c'est pas forcément de vous dire une erreur défensive vous amène à un but. C'est pas faire de la propagande, de la rotation défensive ou quoi. Le but, c'est de vous montrer un petit peu aussi comment on s'adapte à haut niveau aux différentes situations. Pour vous dire, voilà, vous prenez pas forcément un but parce que vous suivez pas un schéma qu'on vous montre. Par contre, il faut savoir s'adapter et anticiper et bien communiquer avec. On a beau faire très bien ses devoirs, on peut pas
On peut pas tout arrêter. Déjà, quand vous êtes un joueur de bronze à diamond, vous prenez de façon stricte vos rotations quand vous jouez en solo queue. Et vous allez voir votre niveau augmenter. En 2v2, ça vient assez naturellement, en vrai, les rotations. Ouais, mais au fur et à mesure. C'est juste difficile en fait en 2v2 savoir quand est-ce que tu prends le tir, quand est-ce que tu le prends pas. C'est savoir si j'y vais ou pas, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour le personne qui n'a pas le ballon. Et si en plus t'es pas en communication, si t'es en solo queue et que tu n'as pas un mate avec qui parler, etc., ça devient très compliqué à un certain niveau. Tout à fait. De communiquer. Mais des fois, ça passe. T'as des mates qui vont vraiment, tu sais, qui ont justement une rotation naturelle qui correspond un peu à la tienne ou à ta façon de jouer. Et des fois, t'as pas forcément, je sais pas. Des fois, toi, imaginons t'es un bon joueur, t'es avec un autre bon joueur, mais des fois, les connexions se font très peu. J'ai remarqué selon des matchs, tu vois, genre, parce que t'as même sans communication, c'est toujours compliqué. Mais je sais pas, des fois, ça se fait beaucoup plus naturellement. Et t'as une rotation très clean avec des bons rebonds, des bons centres qui te plaisent à toi ou qui s'adaptent à ton jeu, etc. Et c'est assez intéressant de base, mais c'est vrai que quand tu as du 3v3 et en plus avec de la communication, ça peut, et à un tel niveau, c'est très bien. C'est très beau à regarder. Du coup, Nio, je vais te proposer un deuxième exemple vidéo où cette fois, on va traiter. En fait, quand vous êtes en situation de rotation défensive, votre but c'est de dégager, de lancer une contre-attaque. Seulement, dégager le ballon, à l'adversaire, ça ne va pas reset la pression. Vous allez juste le rendre et reprendre la pression. Du coup, là, on va voir une tentative de relance, mais qui va être en fait une erreur défensive, une erreur de choix, et on va l'expliquer pourquoi. Et tout à l'heure, dans d'autres vidéos, quand on parlera des rotations offensives, je montrerai des contre-attaques qui là ont réussi. Jamais, en gros, de base, ne jamais dégager le ballon bêtement en se disant qu'on écarte le danger. On essaie toujours de relancer à plusieurs directement. Mais on va expliquer comment on fait. C'est pas comme au foot, en catastrophe, on balance le ballon devant. Là, il faut essayer de le garder en fait un maximum et de faire une contre-attaque. Tout à fait, il faut essayer de bien défendre et de contre-attaquer pour se relancer et tenter de mettre un but rapide. Tu peux nous lancer le deuxième replay en ralenti, c'est le même BO. Cette fois, on est dans le camp des Gale Force Esports, donc c'est très volontaire cet angle-là. L'action va commencer ici. Vous allez voir en haut à droite, Turbo Polsa, le joueur de chez Gale Force, s'est fait démo et donc va respawn. Ils ont leur position de rotation. Là, en fait, voilà, ils savent qu'ils vont devoir défendre. Metsanoris envoie un ballon devant. Turbo Polsa, il va bien, il veut chercher quelqu'un dans la profondeur. Malheureusement, il rate. Il va rater sa relance, il renvoie ça dans l'axe. Du coup, Elot a une très bonne occasion de contre-attaque et les Gale Force Esports, par ce fait de jeu, ils vont devoir défendre. Donc là, déjà, Violent Panda sous pression, le tir est cadré, il va falloir qu'il aille faire un arrêt. Est cassée. Et du coup, derrière, les Gale Force Esports vont devoir se replier. On va repartir sur une rotation défensive stricte par ce fait de jeu. Kedop passe au premier poteau, Violent Panda est sur le ballon et Turbo Polsa est en rotation. Vous le voyez en bas de l'écran. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va bien regarder Kedop et Violent Panda. Focussez-vous sur ces deux joueurs. Là, Violent Panda, il sait qu'il n'y a qu'un seul joueur offensif et du coup, il n'y a pas forcément de pression. Il s'attend à une passe de Kedop. Et en fait, il prend la profondeur au lieu de prendre sa rotation. Le problème, c'est que là, Monus, il vient de gagner un duel face à Violent Panda et il en regagne un face à Kedop. La tentative de contre-attaque, elle était là. Et du coup, il y a une mauvaise communication, en tout cas une mauvaise lecture du jeu de la part de Violent Panda qui lui a pris sa rotation, l'appel en profondeur plutôt que prendre sa rotation, alors que Monus a pris l'avantage sur Kedop. Il n'aura pas le temps de revenir en défense. C'est ça. Du coup, il va y avoir une conséquence sur cette action, c'est que Monus ayant pris l'avantage, il est vraiment parti là on va pouvoir mettre un tir Turbo Polsa qui fait une superbe parade. C'est fou le temps que Panda, en fait, ils doivent revenir, enfin le temps qu'ils se rendent compte et du de coup, ce qui s'est passé. Panda, là il va casser la rotation, il va directement aller sur le porteur du ballon, parce que là Kedop est à contresens du jeu, il ne peut pas aller mettre la pression. Donc là, il s'adapte à cette situation et il va passer directement de P3 à P1. Il va casser toute sa rotation. Alors qu'il y a déjà un joueur avec lui, mais ils font une rotation plus haute en fait, c'est ça? Voilà. Et là, il se fait kick encore une fois sur le truc parce qu'il y a un décalage dans la défense. Monus qui remet un ballon, Elot qui pourrait tirer. Il va prendre un tir. Malheureusement, le joueur de l'équipe de méthode va rater légèrement et du coup, Kedop et Turbo Polsa qui n'ont pas pu prendre une rotation stricte mais qui sont tous les deux revenus sur le but vont pouvoir se dégager. C'est fou. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette action? C'est que quand vous voulez lancer une contre-attaque, il faut vous assurer. Est-ce que tu peux nous remettre le schéma de départ pour tes fichiers? Ce serait par exemple le fichier 5. L'image 5, si tu veux bien. Voilà. Tout à l'heure, vous voyez que quand le P1 a gagné son duel, d'accord, a gagné ou pas son duel, si jamais il n'y a pas l'autre joueur qui est derrière, l'autre joueur rouge pour mettre la pression, eh bien, il va considérer qui peut faire un appel dans la profondeur en se disant le P2 va pouvoir me faire une passe en contre-attaque. Et du coup, c'est sur ça que comptait Violent Panda, parce qu'il n'y avait que Monus à la pression. Il ne s'attendait pas à ce que Monus gagne son duel contre lui, puis contre Kedop. Du du coup, la tentative est bonne. Là, mais là, c'est une erreur de en fait, c'est une erreur de jugement, mais aussi surtout un gros travail de Monus. Bon, on en verra tout à l'heure des... Et c'est un risque à prendre des fois, parce que si la passe en profondeur était passée, il aurait eu
la défense derrière lui, il aurait été. On aurait pu lancer une contre-attaque du côté des Gale Force eSport et du coup faire en sorte de marquer un but. C'est bon, tu peux nous retirer le schéma. Je te remercie, David. Et du coup, voilà, on va revenir sur ça. Donc voilà, tentative de contre-attaque. À chaque fois, on voit encore une fois capacité d'adaptation de l'équipe. Monus fait un superbe travail. Ok, bon, on va pas prendre la rotation stricte, on va aller là où il faut aller directement, on casse la rotation, on retourne directement en P1, on va couvrir Kedop, on va aller l'aider. Kedop et Repulsa ont du coup le temps de se replacer et on va couvrir la frappe. Après, c'était aussi Olot qui a pas fait un très bon tir, qui a raté son tir. C'était suffisant pour générer un but. C'était suffisant pour générer un but. Toutefois, ils se sont adaptés au mieux par rapport à la situation et c'est ça qu'il faut toujours penser sur Rocket League. L'action en tant que telle, de toute façon, était très bien menée, même si c'est pas concrétisé. Ouais, voilà. Tout à fait. J'insiste toujours parce que quand on parle des rotations, tu as toujours les joueurs qui débutent, qui apprennent beaucoup, et tu as les joueurs qui sont très forts, qui vont dire oui, mais ça on connaît, mon machin. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut toujours faire le lien quand tu parles de rotation, dire adaptation, anticipation, ça fait partie du jeu. Savoir parce que même le fait de travailler des actions comme ça, de toute façon, peut-être là c'est pas passé, mais c'est un travail. C'est un travail collectif tout le temps. Et si tu refais une action comme ça, etc., il y a beaucoup d'analyses de replay aussi. Qu'est-ce qu'on a mal fait. Apprendre de ses erreurs. Par défaut, tu vas toujours considérer que tes coéquipiers font le meilleur choix possible. Et ça, c'est très important dans les jeux vidéo. Et moi, c'est ce que j'apprends à mes joueurs en tant que coach. C'est que je leur dis toujours, vous considérez que vos coéquipiers font le meilleur choix possible. C'est-à-dire que comme ça, il y a un état de confiance qui se crée chez les joueurs. Et derrière, tu joues en confiance, tu joues plus libéré, tu joues mieux. Si derrière, tu n'as pas pris la bonne décision, si ton mate n'a pas pris la bonne décision, en tout cas celle que tu attendais, débrief en fin de partie. On considérait que ça c'était le meilleur choix possible. Moi je pensais que c'est ça, toi tu pensais que c'est ça. Donc il y a deux avantages à faire en sorte de jouer toujours en fonction du meilleur choix possible. C'est de se dire que tu joues plus en confiance, que tu joues plus libéré, tu as confiance en tes mates et derrière tu fais avancer en débrief les actions et tu fais avancer cette notion de meilleur choix possible pour ton équipe dans ton teamplay d'équipe. Voilà. Du coup on va revoir cette action cette fois mais à vitesse réelle pour se rendre compte des capacités d'adaptation et puis voilà revoir les actions en vitesse réelle c'est important. Repulsa qui respawn, il remet le ballon dans l'axe. Du coup Violent Panda à ce niveau-là on se rend compte de la part du joueur néerlandais. Et là, il revient. Monus qui gagne un duel. Et là, il fait l'appel de balle et Monus regagne son duel. Et du coup, il offre un tir. Mais au lieu de revenir en P3, il prend sa rotation longue parce que c'est le deuxième joueur qui lui va venir en couverture derrière Monus. On lui fait une passe et il va pouvoir faire un tir. Et derrière, les Gale Force sont gérés à ce moment-là comme ils pouvaient. Ils s'en sont bien sortis par le manque de réalisme de Olot. Et après, ils ont marqué. Olot, capitaine de cette équipe de méthode, le joueur suédois, très brillant en attaque qu'il n'avait pas été cette fois. Il ne faut pas montrer que les belles choses des joueurs parfois. C'est bien aussi de montrer certaines choses. Très bien. Donc voilà. Super intéressant. Donc on reparlera des rotations défensives via des exemples de rotation offensive parce que maintenant que vous avez peut-être un petit peu plus, vous êtes peut-être un peu plus aiguisé sur ça et toi aussi, mais vous verrez les placements défensifs sur les situations offensives des adversaires. C'est vraiment fou là, déjà sur quelques extraits de voir vraiment le positionnement qui est automatique. C'est ça. Et on est en championnat du monde, c'est-à-dire que la méta game de Rocket League est imposée par ses joueurs. Après, je rappelle, ces rotations ne se font que dans le cas d'une défense stricte via un fait de jeu, et comme les rotations offensives, c'est de l'attaque placée, c'est pas de l'attaque en contre-attaque, du passing play, etc. Parce que pour le coup, là on va le voir pour l'offensif, mais est-ce qu'il n'y a pas plus de possibilités peut-être que la défense qui doit être solide, qui doit être placée, etc. Là pour l'offensif, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de, je me dis bêtement qu'il y a beaucoup plus de solutions à s'offrir, ou est-ce que il y a quand même une sorte de même base aussi, un peu comme le. Il y a une base sur les attaques placées. En fait, tes solutions, tu vas les avoir toujours dans les entrejeux. Tu as beaucoup de solutions dans les entrejeux. Après, en fait, Rocket League, c'est un jeu où il y a toujours la notion de risk-reward. Oui, c'est ça. Tu peux toujours faire des choses qui sont différentes, mais tu vas te découvrir davantage. Donc, en fait, les rotations strictes qu'on présente, c'est pour attaquer efficacement avec un risque limité. Tu vois ? Oui, c'est ça. Et du coup, dans les rotations offensives que je vais vous présenter, on va encore une fois faire le lien avec le 2v2 au travers de ces rotations 3v3 pour aussi expliquer aux gens qui participent à cette compétition FDJ eSport Open Series quel rôle ils doivent jouer en tant que joueur qui n'a pas le ballon. Forcément. Tu peux nous mettre la première image des rotations offensives. On passe aux rotations offensives cette fois. C'est pour ça que vous le voyez, les défenseurs sont passés en rouge, ce sont désormais les adversaires. Les méchants. Et les attaquants sont passés en bleu. Sont passés donc en P1, P2 et P3. Pour les rotations offensives, il y a beaucoup plus de rotations qui sont possibles. Il y en a certaines qui vont pas être schématisées, je vais vous en parler. D'ailleurs, je vais parler d'un truc tout de suite. Là, on parle par exemple de pression sur le terrain du côté gauche. On pourrait carrément mettre les joueurs sur le wall. Sur le wall, voilà. C'est possible. Il faut bien comprendre il faut bien comprendre sur Rocket League, votre duel, vous pouvez le prendre ici, vous pouvez le prendre sur le wall, mais il faut bien quelque chose de générique à l'arrêt. Il faut bien comprendre. Mais ça reste le même type.
entre guillemets. Donc là, attaquant en P1 sur le côté gauche, derrière lui l'attaquant en position P2, le libéraux, le Neuer un petit peu, gardien et libéraux en P3, et les 3 adversaires qui sont cette fois en rotation stricte, donc sûrement par un fait de jeu ou quelque chose comme ça. On va partir de ce principe-là. Tu peux avancer sur la prochaine image, on va se focus sur l'attaquant en P1, l'attaquant qui est sur le ballon. Là, il y a beaucoup de choses dont je vais parler, et notamment on va parler du rôle du rôle de ce joueur et des rotations. Déjà, son rôle de base, ça va être d'essayer de passer le défenseur, ou alors de faire une passe, de faire un tir direct. Ça va dépendre de la pression qu'il a au moment T. S'il sent qu'il y a un tir direct, on va pas s'amuser à faire 15 passes, on va essayer de tirer directement. S'il arrive à dribbler puis à continuer dans sa course, il a encore du boost, il peut aller tenter une passe. Souvent la passe va se faire soit assez haute dans le coin pour avoir un rebond favorable, ou au-dessus du but qui est très fait sur le backboard de l'adversaire, donc le mur au-dessus du but, pour avoir un rebond pour que ses coéquipiers puissent intervenir. Donc soit avec une passe au premier poteau à tendance joueur P2, ou au deuxième poteau à tendance joueur P3. Je dis à tendance parce que sur Rocket League il n'y a jamais rien qui est arrêté, défini, on est toujours dans l'adaptation, l'anticipation. Maintenant, dans les rotations, on va parler un petit peu de prendre le monopole du boost de l'adversaire. Vous avez vu, j'ai fait une grande... Non, reviens, tu peux revenir sur... Merci. Sur les rotations du joueur P1, je le fais passer par le boost sur la gauche, et potentiellement aussi sur les joueurs avec un petit icône d'explosion. On parle d'explosion des défenseurs. Alors, s'il a beaucoup de temps, il peut les tenter le tout, voler les 2 boosts, tenter les démolitions des joueurs qui sont dans lui. Parce que par rapport à la balle, par exemple, à ce moment-là, c'est si par exemple il a gagner le duel. Il va continuer, donc à ce moment-là, on ne parlera pas de rotation, on va parler de son objectif qui est de passer de tirer. Si par exemple, disons qu'il perd son duel, mais le P2 récupère la balle ou fait quelque chose, là il peut se permettre. Lui, il va tenter d'aller voler les boosts et d'aller démolir les défenseurs. Souvent, c'est ce qui est fait. Donc là, on va parler de rotation longue, vous voyez, dans la deuxième flèche, où il va essayer d'aller chercher un défenseur, puis l'autre, ou l'un et l'autre, ou les deux, voire même le boost de l'autre côté, parce que priver le boost dans la défense des défenseurs adverse, comme tu dis, c'est faire en sorte de fragiliser cette défense parce qu'ils ne pourront pas monter dans les airs pour aller chercher des duels aériens. Du coup, c'est très important. Les tirs en l'air ou quoi que ce soit. Ou pour lâcher le ballon entre les 3, lâcher le ballon, aller dégommer les adversaires, voler le boost. Ne continuez pas votre action pour rien. Vous avez 2 joueurs derrière vous en 3v3 qui vont pouvoir vous permettre de prendre la pression avec plus de vitesse, plus de boost, plus d'impact. Donc, acceptez de lâcher le ballon, allez prendre votre rotation et rendez-vous utile là où l'équipe en a besoin, c'est-à-dire en réduisant les armes de la défense adverse. Je pense qu'on est bien sur le P1. Si des questions, je comprends très bien. Parfait. C'est clair. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions dans le chat, vous pouvez toujours en mettre. Nio, tu me remontes les questions. Oui, il n'y a pas de souci, je suis là. Puis, je suis là. Tu peux passer sur la prochaine image. On va se focus sur le joueur P2. Le joueur P2, c'est un joueur qu'on va appeler le joueur en couverture. Il est en couverture du joueur P1 qui lui fait l'action. Le but, c'est s'il perd le duel, par exemple, le P2 récupère. Il va vouloir mettre la pression rapidement sur le ballon en cas d'échec du joueur P1. Donc son rôle est multiple parce qu'il peut tir direct. Il peut récupérer le ballon directement et jouer en rôle P1, mais il peut aussi récupérer une passe du joueur P1 si jamais il a réussi et à ce moment-là mettre un tir. J'ai mis la deuxième rotation, prendre un tir sur rebond vers le but. Il pourrait partir exactement aussi vers le wall. Il pourrait partir vers le mur. Admettons que dans la confrontation des joueurs, le défenseur adverse envoie le ballon sur le wall et qu'il a l'espace d'aller mettre une passe. À ce moment-là, il va monter sur le wall, il va mettre une passe depuis le wall, peut-être dans l'axe, peut-être sur le backboard. Et si le P2 fait son centre, à ce moment-là, qui prend la balle dans la Alors rotation généralement, le P1 va passer en P3, le P2 en P1, le P3 en P2. Donc après, généralement, dans la logique d'une action bien construite, le P1 réussit sa passe, le P2 remet le ballon. S'il ne tire pas, c'est le P3 qui intervient dans le cas d'un ballon encore sur le backboard. Et puis après, vu que tu as eu les rotations, tu peux faire ça à l'infini. Tant que tu as bien anticipé ta course, ta rotation, et que tu peux mettre. Et tout à l'heure, dans les exemples qu'on verra, on verra justement des phases de pression avec des rotations offensives et des changements de sens de pression. Et on verra à chaque fois le schéma se redessiner à gauche, à droite, à gauche, à droite, défensivement et offensivement. Et on appelle ça une phase de siège sur Rocket League. Donc une rotation offensive longue, c'est une phase de siège. Et que tu peux maintenir vraiment le terme siège. Tant que tu as la pression, tant que tu as l'avantage au boost et que tu arrives à anticiper. Que tu gardes la balle, que tu maintiens cette rotation-là, jusqu'à ce que but s'en suive et non pas autre chose sur les passes de siège historiquement. Donc le P2, joueur de couverture, son rôle soit récupérer le ballon en cas d'échec du P1 ou de lancer un tir, voire une passe également s'il ne peut pas tirer, parce que sur Rocket League, et je vais le préciser là, je vais en profiter, vous ne tirez au but et surtout en 3v3 que si vous êtes sûr quasiment de marquer. Ne tirez pas sur un défenseur parce que c'est rendre le ballon et donner une contre-attaque. Donc des fois il vaut même mieux, si vous savez que le défenseur va vous contrer, vous tirez sur le côté, vous refaites une feinte de tir. J'ai vu ça dans la compétition tout à l'heure. Il y avait quelquefois ce cas de figure. C'est vrai que des fois j'avais tendance à dire
et il rate son tir, mais en fait non, parce que c'est trop à côté pour qu'il le rende. Ça s'appelle garder la pression, on est le temps de se prendre une contre-attaque. Mais ça se fait aussi quand même. C'est encore plus en 2v2. Et une fois arrivé au joueur P3, on va faire la transition sur le 2v2. Du coup, voilà. Question sur le joueur en couverture, P2 ça me va très bien. Ça te va? Allez, on passe au joueur P3, le dernier défenseur. On va l'appeler Neuer, le joueur P3. Allez. Donc le défenseur en position P3. Il reste une vingtaine de minutes. Il reste une vingtaine de minutes, mais très bien, on aura le temps de parler des rotations puis de faire un petit quiz derrière. Parfait. Donc du coup, le joueur P3, il est là, lui en tant que dernier défenseur. Son rôle, ça va être de s'assurer, quand le joueur P1, déjà premièrement, son rôle de s'assurer de ne pas prendre un but directement en cas de tir long. Donc il est obligé de se décaler déjà de l'axe du but et de se mettre beaucoup plus dans l'axe pour pouvoir défendre un ballon qui pourrait partir de loin. Donc ça, en anticipation à un tir qui pourrait arriver rapidement. Et après, au niveau de ses rotations, en fait, je dirais parce que ce joueur-là a une rotation offensive de tir et une rotation défensive où il va les remplacer de relais du joueur P2 pour aller recouvrir le ballon. Donc sur la gauche, si l'action est toujours à gauche, sur la droite, si l'action est toujours à droite. Après, je ne veux pas non plus muscler le schéma et mettre 12 flèches. Je préfère le préciser à l'oral. Et donc voilà, ce joueur a un rôle très important. Et maintenant, quand vous êtes en 2v2, pour faire le lien avec la compétition FDJ eSport, vous êtes à la fois ce joueur P2 et ce joueur P3. C'est ça. Quand vous n'avez pas le ballon. Le fameux rôle difficile. Donc parfois vous allez dernier défenseur un petit peu loin parce que admettons que le joueur P1 n'a pas de boost. Vous savez qu'il va sûrement perdre son duel, etc., que ça va être difficile. Vous allez avoir tendance soit de vous mettre en recouvrement, mais un petit peu, vous allez avoir peur un petit peu de la situation. Tu vas pas vouloir te jeter forcément. Tu vas pas partir en position offensive. Donc maintenant, tu vas à ce moment-là plus revenir un peu en arrière. Tu sens que tout le jeu, tu sens que l'orientation des défenseurs ne peut pas te permettre de te prendre un tir rapide. Du coup, tu vas peut-être te mettre en recouvrement en disant on va pouvoir mettre de pression plus rapide. Tu sens qu'il y a un tir qui va arriver, tu vas plus te mettre dans l'axe. Et donc il faut jongler, il faut anticiper quand vous êtes en 2v2 entre joueurs P2 et entre joueurs P3. Mais c'est plus intéressant de montrer les rotations 2v2 au travers de ces 3v3, comme ça on voit les différents postes et on voit entre quoi vous jonglez. C'est pour ça que j'ai choisi ce schéma de coaching en montrant le mode standard pour expliquer ensuite ce que vous devez faire. Et en 2v2, quand vous êtes en P2 et que vous allez en P3 et que vous allez prendre le tir, vous ne prenez un tir que si vous êtes sûr de marquer, parce que sinon vous prenez un but en contre-attaque directement. Voilà, du coup il nous reste 20 minutes, on va partir sur les exemples vidéo avant de passer au quiz. Ouais, carrément, ça me va. Alors tu peux nous mettre la première vidéo, juste rappeler le contexte, voilà, si tu peux la retirer 2 secondes, je suis désolé David, bien sûr. Je parle beaucoup, du coup j'oublie. Je vais redonner le contexte, donc là j'ai pris quelques notes aussi. On va parler des changements de sens de rotation offensive. Là je montre toujours les attaques à gauche dans le schéma, mais le but de la pression c'est de mettre la pression à gauche, peut-être puis à droite, à gauche puis à gauche, etc. Et on va voir comment les équipes... souvent des attaques quand même malgré tout latérales, sauf si contre et manque de défense, là on peut... on peut monter sur les murs, le wall, etc. Donc déjà c'est un avantage que vous pouvez dribbler en montant, etc. Et puis dans l'axe, si jamais vous perdez le ballon dans l'axe, vous prenez un contre, vous êtes confronté à un tir direct et donc vous prenez un but. C'est très risqué de partir dans l'axe, sauf en contre-attaque rapide. Voilà, du coup, tu peux maintenant, désormais, David, nous mettre la vidéo. Je te remercie. Alors, voilà, cette fois on voit les Gale Force eSport, c'est le même BO mais c'est la game précédente. On est dans l'overtime, très grosse overtime. Et donc le fait de jeu, ça va être ce ballon poussé trop loin de Kedop que va contrer Elot puis Monus. Du coup, là où les Gale Force pensaient se dégager, ils vont devoir subir une pression grâce à ce ballon de Monus. Kedop va tenter de le dégager et là on va voir les positions des joueurs se mettre. Kedop en P1, Turbopolsa en P2 défensif, Violent Panda en P3, et là vous voyez Monus sur le wall, décalé mais sur le wall en P1, Metsanoris en P2, et le dernier joueur Elot qui est en rotation en P3. Maintenant le reste de l'action va dépendre de ce duel-là, entre Monus et on va voir les réactions de la défense déjà comme on a vu au tout début. Tout à fait. Et l'offensif forcément. Du coup voilà. Et alors que s'est-il passé? Monus va tenter une passe, mais elle va être un petit peu trop longue. Par contre, Elot sur le côté gauche, il a bien lu le jeu et regardez, ça tourne. Et là la rotation. La pause, P1 sur la gauche, P2 en recouvrement, côté gauche, et voilà. Et vous voyez les autres joueurs, ils sont presque en position parfaite, mais ils viennent d'arrêter un ballon à 2, du coup il y a un petit décalage. Donc ils sont décalés, mais c'est presque ça. Elot tente de passer, Metsanoris s'envole, on essaye de mettre un but sur Violent Panda, il rate sa passe, ça pourrait s'arrêter là, mais regardez en bas, Monus, il a senti le jeu, il est déjà en train de se replacer en couverture sur le côté gauche. Violent Panda lui tente de partir en contre-attaque avec Turbo, il pousse son ballon un peu trop loin et Monus est déjà là, il a fait sa rotation, il l'a anticipé et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Monus en P1, Elot en P2, et là,
Kedop, il sait qu'il y a deux attaquants à gauche. Du coup, il est sur le wall, il pourrait dégager à gauche. Mais Kedop, notre Alexandre Courant français, notre double champion du monde en titre, il va tenter de défendre de l'autre côté, de changer le sens de rotation défensif. C'est très dur. Et du coup, au travers de cette action, il va essayer de tromper la pression offensive des méthodes. Cependant, Metsanoris, il a lu les intentions de Kedop, il va récupérer ce ballon, il va mettre la pression sur le joueur français. Et leur rotation a parfaitement changé du côté gauche au côté droit. Et regarde, là, il gagne le duel sur Violent Panda, il arrive, et du coup, l'autre va pouvoir mettre un tir, il tire au but, ça pourrait passer, et ça passe juste à côté. Kedop derrière a bien suivi, il a changé le sens de rotation de l'action, et il est reparti dans l'autre sens. Kedop va récupérer le ballon, contre-attaque pour les Gale Force, perd défense. C'est de l'autre source, quoi. Tu vois, parce que tout à l'heure on était sur les schémas, et quand on regarde les schémas, on se dit oui, bon, c'est de la c'est des schémas, etc. Maintenant qu'on va regarder, à chaque fois qu'il y a un fait de jeu et que ces équipes, là on parle de Gale Force Esports qui sont aujourd'hui chez Dignitas, Team Dignitas, on parle des doubles champions. Double champion du monde type Kedop et Violent Panda, triple champion du monde en titre. Non, nous la met pas en accéléré. On peut l'avoir en accéléré. Ça passait un peu vite, mais on peut. Vas-y, tu la remets. Vas-y, on va la regarder. On va la regarder. Voilà. Pour illustrer de toute façon. Mais Donc Kedop, on va voir à quel point ça va vite. Face à Monus qui change. Changement de rotation offensive pour l'équipe des méthodes. L'autre qui va tenter de passer. Il perd son duel face à Violent Panda. On va tenter une contre-attaque avec un appel de balle de la part de Turbo. Hop, on va remettre la pression du côté gauche. P1, P2. Kedop intelligemment qui tente de changer le sens de rotation. Metsanoris qui va gagner un duel très important et derrière Olot qu'on ne montrera finalement pas très réaliste dans ses replays, désolé, mais ses actions étaient pertinentes aussi d'un point de vue stratégique. Donc il fallait aussi. J'ai regardé beaucoup de replays, donc j'ai la chance de posséder les replays depuis la saison 1. Donc j'ai beaucoup de contenu à vous proposer. On peut partir sur 10 ans de compétition FDJ et de live training. On met un créneau sur le stream. Des e-sports. Très bien. Du coup, là c'était le premier exemple. Bon, voilà, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que voilà, une action peut changer de sens et à chaque fois, il va falloir vous réadapter. Vous avez votre P1. C'est vraiment de la symétrie. C'est ça. Vous avez votre P1 qui va passer. Ça change de sens. Le joueur qui était en P3, il était en recouvrement. Il va passer P1. Le joueur qui était en recouvrement repasse en recouvrement de l'autre côté. On change le sens de rotation. Et à chaque fois, il va falloir s'adapter sa position à la situation. Et mais on voit quand même le schéma à chaque fois se redessiner très rapidement. Je pensais pas que c'était aussi clair en voyant d'une vue générale. C'est très clair sur les situations d'attaque contre défense. Oui. Après, sinon, quand on est dans l'entrejeu, on est vraiment toujours dans l'anticipation et l'adaptation. Et là, il y a moins de rotations qui sont écrites parce qu'on est dans le fait d'aller gagner des duels, de prendre des décisions. Et quand là, on parle d'éléments perturbateurs dans la rotation qui est assez simple, assez basique, c'est-à-dire un duel ou quoi que ce soit. Mais après, dans les vrais games, dans le reste de la game, il y a des fois des éléments perturbateurs un peu plus particuliers, des rebonds vraiment très particuliers qui vont vraiment changer la rotation, j'imagine. Il faut s'adapter très vite. Après, quand tu dis qu'il y a un élément perturbateur, par exemple un pinch, qu'on appelle un pincement, qui va changer, ça va avoir qui va envoyer un truc. C'est quoi qui va faire la différence? Ça va être la capacité d'adaptation et la vitesse de rotation des deux équipes. Parce qu'il y a la vitesse de rotation, puis la vitesse pour celui qui va attraper le ballon. Voilà, après, les pinches, on peut les anticiper. Et un dernier défenseur, il voit qu'il y a un pinch qui va partir, qui pourrait partir, c'est une option, il va reculer, il voit que le pinch n'est plus une option, il va légèrement se repositionner. Dans ta rotation, tu as un cercle de positionnement que tu vas modifier en fonction des possibilités offensives de l'adversaire au moment T. Voilà. Pour t'expliquer comme ça. Donc on va bientôt passer aux questions-réponses. N'hésitez pas si vous en avez. Questions. Je vais vous proposer de partir sur un deuxième exemple qui sera cette fois basé sur déjà la pression offensive, mais également la contre-attaque. Parce qu'on a montré comment défendre, mais comment on contre-attaque une action. Quelles sont les conditions nécessaires pour pouvoir passer d'une situation défensive à une situation de contre-attaque et donc de danger sur le but. Peut-être même que dans cette action, on verra un but. Tu peux y aller, David. Pour ce teasing incroyable. Alors là, on commence avec les Gale Force qui attaquent donc l'angle. Je vais vous faire bouger la caméra tout le long du truc, tout le long de l'action. Violent Panda qui va forcer Monus à défendre. Et là, il y a un centre qui va partir sur le backboard. Donc là, je change et je vais vous montrer la rotation du joueur en backpost et l'intérêt du backpost. Metsanoris qui est en dessous de notre caméra, qui va prendre la rotation et du coup qui va faire ce qu'on appelle une wall défense, pour couvrir son équipe et éviter à Kedop qui est dans l'axe de pouvoir le récupérer. En bas ou au-dessus. Voilà, c'est ça. Et du coup, Kedop, lui, ne pourra pas récupérer ce ballon et Metsanoris va dégager cette balle avec une magnifique wall défense de l'autre côté du jeu pour essayer de relancer son équipe. Problème dans cette tentative de relance, il l'envoie là où il y a pas de coéquipier pour l'instant pour reprendre. Du coup, la pression va revenir. Très normalement, parce que vu qu'il n'y avait pas de passe de fait, la pression revient du côté. Voilà, la rotation en dessous. Violent Panda qui va perdre son duel. Elot qui arrive. Et là, Turopolsa qui va intervenir, joueur en couverture en P2, qui là va intervenir, malheureusement pousser son ballon avec un rebond un petit peu trop loin. Du coup,
offensive possible et contre-attaque possible. Et vous voyez en bas de l'écran, Metsanoris, il est full boost, il le sait déjà, il l'a déjà senti. On va bouger la caméra pendant l'action. Donc là, c'est un risque appel qu'il de prend, balle. Non, parce que là, il n'y a pas de pression sur le porteur du ballon. Du coup, Metsanoris le sait, il y a une situation, donc il a déjà pris la profondeur. Il part en contre-attaque. Et donc, c'est ce que tu disais, la confiance en plus en son mate qui aide vraiment au fait que tu pars direct sans limite te poser la question. Et du coup, Olot, là, il va pouvoir l'aider. On va essayer de contrer. Il a poussé trop loin son ballon. Contre-attaque lancée par Kedop, cette fois sur Violent Panda. Il n'y a pas de pression sur Kedop, donc Violent Panda, cette fois, prend la profondeur. Et avec brio, parce que là, cette fois, il va pouvoir récupérer cette passe. Malheureusement, Violent Panda va faire une touche un petit peu ratée. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pas de pression sur le défenseur. Du coup, il se passe quoi? Au lieu de prendre sa rotation, il fait quoi? Ok, pas de pression sur mon défenseur, je prends un appel en profondeur. Situation de contre-attaque à nouveau. Donc là, on est dans l'entre-jeu. La confiance du joueur, L'autre qui va arriver, il va pouvoir tirer. L'autre le réalise parce que cette fois, il va pouvoir faire quelque chose. Son tir est cadré, Tiro-Polsak qui arrive et qui va le récupérer. Mais décalage dans la défense, décalage dans la défense. 1, 2, 3, P1, P2, vous la voyez la rotation. Metsanoris qui va pouvoir passer, la pression qui est mise. Monus qui arrive en couverture pour assurer ce ballon, mais il sera déjà cadré. But des méthodes. Et là, on a vu à quel point ils ont pu se relancer la balle. Et c'est ça la condition nécessaire pour pouvoir lancer une contre-attaque, c'est qu'il n'y ait personne sur le porteur du ballon au moment de la relance. Et si vous n'avez personne sur le porteur du ballon dans la défense, à ce moment-là, vous pouvez lancer une contre-attaque et du coup, le joueur qui était en P1, qui était au challenge, au lieu de prendre sa rotation en P3, va partir en profondeur, phase de contre-attaque, transition défense-attaque via un passing play, via une contre-attaque, on l'a vu, Monus to Olot, tir de Olot, pressing offensif, avec une rotation P1, P2 sur le côté gauche, tir de Metsanoris, but. Et but, tout simplement. Et c'est fou comme ça paraît. Enfin, ce que j'en vois sur le chat qui se disent, oui, mais les joueurs vont pas forcément penser à ça comme ça directement dans le match. Ils y pensent. En vrai, si, je pense. C'est les automatismes. Et en plus, il y a beaucoup d'automatismes et c'est des trucs qui travaillent beaucoup. C'est une histoire d'automatisme. C'est-à-dire qu'en fait, tu as la communication. Sur le Rocket League, on est dans la com d'intention. Parce que le jeu va tellement vite qu'on est toujours en train, on va dire ce qu'on va faire. Tu peux pas dire ce que tu es en train de faire. C'est pas une stratégie ni quoi où tu vas vraiment étudier. T'as pas le temps en fait de prévoir. Tu peux pas vraiment prévoir. Tu t'adaptes un peu tout le temps, non? Tu es toujours dans l'adaptation, clairement. Et tu es toujours dans. À partir du principe, je disais tout à l'heure que ton équipier fait le meilleur choix possible. À partir de là, tu as confiance pour prendre la profondeur parce que tu sais que ton coéquipier qui est dans sa situation au moment T va faire le meilleur choix possible. Tu sais qu'en plus il est pas Monus, il lui dit, par quelqu'un. Après, tu as toujours le mec qui dit je pars à droite, ballon à droite, cross pass, tu vois, transversal, quelque chose, chacun a son fonction de la langue, etc. Quelqu'un a son langage. Et là, la communication d'intention, je vais faire ça, et dans les 2 secondes à venir, l'action va se passer. Par contre, si vous êtes dans la communication de réaction, si vous dites gelé au moment où vous êtes chez le ballon, vous êtes trop tard. Vous dites gelé au moment où vous avez l'intention d'aller la chercher. Et ça, c'est très important sur Rocket League. Un appel de balle, c'est une durée de 1 seconde. Au bout d'1 seconde, c'est plus validé. C'est plus possible. Si vous dites je veux une passe à droite, dans 1 seconde, elle est plus vraie. Un niveau plus bas, quand tu joues et que tu joues avec des potes ou quoi que ce soit, où tu vas dire justement, tu vas lâcher un gelé. C'est rare du coup que tu lâches. C'est rare que tu la touches. déjà, tu sais pas encore si tu vas la toucher, donc forcément, t'as pas cette confiance. Là, c'est fou à un niveau pro. Justement, au niveau de la communication, il y a une confiance entre les teammates. C'est ça qui m'impressionne le plus. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'aimerais bien entendre des pros. Genre comment ils parlent, comment ils communiquent entre eux. Tu peux aller sur les streams des joueurs pro. Oui, bien sûr, mais je trouve ça marrant. D'ailleurs, pendant le tournoi FDJ Sport Open Series, des fois, tu as des joueurs qui participent. Tu peux toujours aller en même temps que le stream de la compétition. Tu peux en lancer 2, c'est possible sur Internet, ça. Donc, carrément. Il n'y a pas de problème. Alors, je vous propose de regarder cette action cette fois en temps réel avant de passer aux questions-réponses. Normalement, on sera dans le timing. Il restera quoi, 10 minutes à peu près? Il est fort. Timé. Qu'est-ce qu'il est fort. Incroyable. Véritable expert. Allez, alors du coup, je vous ai mis dans la vue de Metsanoris, justement. Je vous ai mis dans la vue du joueur. Metsanoris ici qui allait valider sa wall defense ici. Parce que c'est lui le buteur, donc on va regarder ce qu'il fait. Du coup, ici, il fait quoi? Il voit que là, il doit prendre sa rotation, il la prend. Appel de balle possible, non. Donc il annule. Il a annulé son appel de balle parce qu'il y avait un attaquant. Cette fois, appel de balle possible, oui. Donc j'y vais, je prends la profondeur, j'y vais. Par contre, il n'a pas assez de boost, il peut pas la retoucher, il peut pas finir son action. Du coup, pression offensive de la part de son coéquipier. Kedop qui vient prendre sa rotation là, il sait qu'il doit partir, il n'y a pas de boost au middle. Ok, je vais en chercher à mon deuxième poteau. Et là, il a vu que son coéquipier l'a prise. Tir de Olot. Ça part sur le côté, il a déjà anticipé que ça partait sur le côté gauche, il va la chercher, il met un tir majestueux avec un angle sur le. Ça pouvait être un centre, mais finalement ça aurait pu être un centre. C'était un centre-tir avec un peu de réussite. Mais c'est fou parce que le moindre. Par exemple, là, son boost, quand il est revenu, quand il a raté le premier boost mid, il était à 2 doigts de pas avoir le boost. Enfin, je crois qu'elle n'était pas encore réapparue, il l'a eu au moment où elle réapparaissait. S'il n'avait pas eu ça, ça aurait changé quasiment toute l'action. Mais de toute façon, les détails, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure des rotations du joueur P1. Quand on disait aller voler le boost de l'adversaire, ça peut vraiment tout changer. Tu démolis quelqu'un qui a 100 de boost, déjà il est indispo pendant 1 seconde ou 2, et derrière il récupère que 30 de boost. Et puis en plus, tu lui prends son boost, donc il réapparaît, il a 30 boost, il reprend sa vitesse, il en a plus. Il est moins bon en défense, forcément. C'est fou, ça va si vite.
Du coup, on passe aux questions-réponses. Après, voilà, moi je suis dispo. Un petit jingle. Petit jingle, c'est parti. Questions-réponses. Voilà, alors je sais pas si on a le chat en temps réel, faudrait peut-être refresh pour nous le chat Twitch, je pense que je sais pas, peut-être. Mais il y a une question directe. Question. Les rotations sont assez faciles à travailler, sont très vite automatiques, mais c'est pas le cas pour la faculté d'adaptation. Comment peut-on faire pour s'y entraîner et comment améliorer son decision making? Alors ça, c'est plus une vraie question très technique de comment s'améliorer. Mais c'est une très bonne question de la part de Tintin, je te remercie. Alors, il y a plusieurs éléments. Déjà, comprendre toi les rotations de base, ça te permet de comprendre la norme, comme tu as dit, ça te permet de comprendre la rotation. Des schémas comme ça, comme on a vu, en vrai, ça donne une idée déjà de base des rotations. Maintenant, les jeux tels que Rocket League, ce sont des jeux d'équipe. Si vous partez en solo queue, en ranked, en 3v3, en 2v2, etc., vous jouez avec des mecs avec qui vous communiquez pas, à part vous n'allez pas pouvoir développer un teamplay très avancé avant d'être dans les ligues très hautes où il y a les joueurs qui connaissent vraiment très bien le jeu avancé. Tu vas pouvoir juste lâcher un petit, c'était pas loin. C'était pas loin. Déjà, le premier truc, c'est de trouver les joueurs de ton niveau avec qui tu vas pouvoir jouer régulièrement pour développer du team play. Ça paraît bête, mais c'est le cas de tous les jeux d'équipe. Tu prends une équipe, tu prends les 10 meilleurs joueurs du monde, tu leur mets 1 heure d'entraînement, tu les mets contre le Brésil, ils se font avoir. Tu les mets contre le Panama, ils se font peut-être avoir aussi. Peut-être pas, bon, on va pas abuser. Mais en gros, déjà, c'est développer des mécaniques avec ton coéquipier. Et après, j'en ai parlé tout à l'heure, partir de ton principe, tu pars avec tes coéquipiers sur un schéma de jeu. Dire, ok, nous, on adopte ce schéma de jeu, dans telle situation, on fait ça, etc. Et tu considères que ton coéquipier, il fait toujours le meilleur choix. Et puis il y a des moments où tu vas considérer que ton coéquipier fait le meilleur choix, toi tu vas faire autre chose, et puis vous allez voir que vous êtes finalement mal adapté à la situation. Et bien là, comme tous les joueurs qui veulent progresser dans tous les jeux où c'est possible, allez regarder vos replays. Regardez tout ce que je peux vous démontrer au travers d'un replay. Un joueur de StarCraft ou quoi, il arrive, il regarde son replay, machin. Comme tu disais, même là pour un joueur de Rocket League doit le faire aussi. Tu disais comme si une équipe fait une erreur, etc. C'est un truc. Ou si un joueur, comme tu disais, la confiance de son mate, si finalement il n'y a pas eu cette. La confiance n'était pas bonne, puisqu'au final il n'a pas réussi cette passe en profondeur ou un truc comme ça. On en parle en débrief directement, et ça, on étudie son replay, j'imagine. Il faut toujours prendre un temps. En fait, c'est pas la partie la plus fun généralement. En fait, ça dépend toujours de tes objectifs. T'as été nul. Non, mais jamais ça. Toujours dans le positif. De toute façon, voilà, t'essaies de toujours jouer autour des forces de ton équipe et pas vraiment. Des erreurs sur Rocket League, tout le monde en fait. Arrêtez-vous. Tout le monde en fait. Les joueurs pros en font. Vous voyez, Monus, il prend une mauvaise rotation. Et alors? Le mec, il est vice-champion du monde quand même. Il prend une mauvaise rotation, donc vous allez en faire. Vos coéquipiers vont en faire, etc. Donc déjà, en solo queue, je vous conseille un truc si vous voulez commencer à prendre du niveau. Soyez pas concentrés sur votre chat, supprimez le chat adverse, ragez pas, etc. Concentrez-vous sur votre jeu et vous verrez déjà, ça va bien monter. Et après, la difficulté sur Rocket League, c'est que les rotations, c'est une course à avoir. Mais derrière, par contre, il y a du positionnement au niveau de cette rotation. Et en fait, regarder des joueurs professionnels pour ajuster votre positionnement, c'est pas toujours le cas. Il faut pas que vous essayiez de copier parfaitement la caméra ou le positionnement de Kedov. Ça, c'est bien pour analyser le sens global. Par contre, quand vous prenez une rotation, vous avez des gestes techniques qui sont à votre portée et des adversaires qui vont faire certaines choses. Si vous êtes en gold et que personne ne fait d'énormes centres, vous pouvez peut-être prendre plus de risques. À plus bas niveau, c'est vrai que c'est assez compliqué. Ça, je l'ai vu par exemple, parce que tu sais pas. En fait, ce que j'ai vraiment comparé par rapport au niveau et au plus bas niveau, ou par exemple là où je suis, moins maintenant, mais quand j'étais plus gold ou même un peu avant, t'es pas encore sûr à 100% que le joueur va l'avoir en fait. Tu sais, t'as vraiment le duel en mode c'est une petite aériale, tu vois, où t'as la balle qui est un peu en l'air et tu le vois qui part et tu sais que t'es à peu près en même temps que lui, donc tu sais pas trop. Mais des fois, tu sais, je me dis. Genre, il va l'avoir avant moi. Du coup, je redescends ou je recule. Et en fait, il l'a pas. Et j'aurais pu y aller si j'avais été. J'aurais pu marquer ou un truc comme ça. Et ça, c'est assez compliqué. Ça, c'est presque une question que j'ai en fait. En fait, comment tu peux t'adapter à ce niveau-là quand En fait, c'est toujours une façon de risk-reward. Donc, tu vas partir du principe qu'il va se passer le pire truc. Comme ça, tu peux. En fait, généralement, quand tu es en basse league, forcément, il se passe plus d'événements improbables. Donc, tu vas descendre ta position dans ta rotation. Si par exemple, tu as un cercle de position qui va être, admettons, je sais pas, de 10 mètres, tu vas forcément choisir le 10 mètres négatif plutôt que le 10 mètres positif. Voilà. Tu vas forcément reculer un petit peu. C'est plus derrière, secure après, à ce moment-là. Quand vous jouez en solo queue, pro tips, regardez, adaptez-vous d'abord, mettez-vous un peu plus défensivement au début, regardez comment joue votre mate, est-ce qu'il vous coupe vos rotations? Non. Ok, on va prendre des rotations avec tous les deux. Est-ce qu'il est très offensif et qu'il ball chase? Ok, je vais plutôt défenseur. Ça, c'est pour les joueurs de solo queue. Ça sert à rien, vous n'allez pas changer la vision du jeu du gars en 5 minutes. Le mec, de toute façon, il joue comme ça, il jouera comme ça. Donc, vous pouvez toujours faire des remarques dans le chat, etc. Ça ne servira à rien. Le gars joue comme ça. Donc, adaptez-vous à vos coéquipiers en solo queue. Et puis voilà. Pour les gens qui veulent tryhard et progresser,
jouez avec un coéquipier, analysez vos replays, regardez les joueurs compétitifs et puis regardez les live trainings de la FDJ. Bah voilà, oh, c'est beau. Les FDJ live training. C'est corpo, si vous voulez, voilà, c'est corpo, c'est bien ça. Parce que Nace demande par exemple, est-ce qu'il faut faire confiance à son teammate forcément en solo queue, tu vois. Mais à ce moment-là, je me dis, bah, faut déjà voir comment il joue. Ouais. Et mais c'est vrai que je pense qu'au bout de quelques actions dans un match, au bout de un peu moins d'une minute de jeu, en vrai, je pense que tu comprends à peu près. Bah, tu vois l'état d'esprit du gars, tu comprends l'état d'esprit. Tu comprends s'il a vraiment envie de, si déjà il est vraiment, s'il fait pas vraiment du solo en mode il joue perso ou quoi que ce soit, parce que ça peut arriver à des plus bas niveaux, tu vois. Mais je pense que oui, tu peux comprendre. Faut essayer de faire confiance, mais il faut toujours, je pense, jouer un peu sécure derrière. Si quelqu'un fait du ball chasing, là, comme le demande Milpat, il va falloir reculer sa position. Le laisser ball chase, malheureusement. Il y a un moment donné, si vous prenez votre rotation, lui, il ball chase, donc il y a quand même des ballons qu'il ne pourra pas reprendre. Tu ne peux pas tout prendre en ball chase. Je pense qu'à mon avis, c'est plus sur les contres. Le ball chase, pour expliquer aux gens, c'est quand un joueur suit le ballon beaucoup trop longtemps de ce qu'il devrait. Il ne prend pas sa rotation, il continue de suivre la balle. C'est très mauvais. Les rotations, ça se prend toujours dans le sens inverse du jeu pour ne pas gêner son coéquipier. Le ball chaser vient te kick, en plus de mettre une passe dans une passe, etc. Il y avait une autre question, je ne sais pas si pour progresser, il faut mieux jouer beaucoup de matchs ou tryhard l'entraînement pour la technique. Alors, c'est un tout. À bas niveau, il faut comprendre les rotations strictes qu'on vous a expliquées au début pour pouvoir vraiment faire la couverture et maîtriser les gestes de base, le power shot. Le power shot, c'est le geste de base, c'est ce qui va vous servir à défendre, à tirer, à attaquer. Et les joueurs pros s'en servent 90% du temps. Donc on me dit que c'est la dernière question. N'hésitez pas à venir. Petite dernière, je sais pas si on peut y répondre rapidement aussi. Ouais, on va voir. Moi je vous laisse gérer. Et du coup j'en ai presque oublié. Oublié la question. Et du coup voilà, les rotations de base quand tu débutes, c'est le plus important pour monter. Et d'un point de vue pour ton entraînement, l'infolytique va maîtriser les wall defense, les air goals à mi-hauteur et les power shots. Comme ça, tu as des outils défensifs et des outils offensifs qui vont pouvoir te servir. Donc on fait quoi? On arrête là? Continue. C'est juste quelqu'un qui demande simplement si en clavier souris ça peut le freiner dans son niveau de Rocket League. C'est moins. Alors le clavier souris existe aussi à haut niveau. C'est un truc qu'il faut dire. Voilà. Je crois que c'est Yukio qui est un très bon joueur et qui joue à haut niveau. Il y a une équipe top 1 seed d'Océanie, donc c'est top 10 monde à peu près, dont un joueur qui joue au clavier. Donc c'est possible, c'est plus difficile parce que ça vous demande une configuration différente, mais c'est possible. Mais c'est possible. C'est pas un problème. Du coup, on va finir là-dessus. Donc aujourd'hui, c'était un coaching stratégique, un coaching tactique pour ce FDJ Live Training. Merci beaucoup. Live d'ailleurs. Merci à toi aussi. J'étais très content de participer à cette émission. Qui a préparé avec ses mains d'or ce live training. C'est fou. Je vais les vendre. Je vais les vendre. C'est fou. Non, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi. Merci à Gillian d'avoir préparé tout ce beau programme. La complète, c'était chouette aussi, Open Series, juste auparavant. On était content de vous proposer ça pour la FDJ eSport. Une prochaine fois. Bah oui, simplement. Carrément. Donc il y aura d'autres jeux. Il y aura d'autres jeux. Puis il y aura d'autres occasions avec plaisir. Pour Rocket League. Donc on se retrouve pour une prochaine compétition FDJ eSport Open Series. Absolument. À bientôt tout le monde. Et juste après, on aura Nem sur le stream. Donc restez avec nous. C'est une TV qui tourne de toute façon. Donc voilà. Et des bisous à Nems. Et merci à la régie, à David. À David et puis à Angé. Voilà. Et à Angé qui s'occupe un petit peu de tout ça aussi, qui chapeaute tout FDJ eSport. Merci et à la prochaine sur le stream. Ciao Nio. Salut Guyane. Ciao ciao.